Donc bonjour à tous, merci d'être avec nous ce matin pour ce webinaire spécial sur les perspectives de la facturation électronique B2B, qui est un webinaire organisé par l'INTEC, qui est l'Union nationale des économistes de la construction, en partenariat avec l'AIFE, qui est l'Agence pour l'information financière de l'État. Donc ce webinaire va se dérouler en 1 heure à peu près, donc 30 minutes de présentation, puis 30 minutes de questions-réponses. Donc, je vais demander à tout le monde de couper sa caméra et son micro pour la bonne connexion et le bon déroulement de ce webinaire. Ensuite, les questions, vous pourrez les poser directement dans le chat. Donc, c'est la petite bulle qui se situe juste en haut à droite, ou tout dépend de votre écran, mais c'est vraiment la bulle chatter. Donc, vous pouvez poser vos questions directement dessus. Et nous les prendrons en compte à la fin lors du temps de questions-réponses. Je vais laisser la parole à notre intervenant qui est Vincent Castella, qui est délégué de la directrice au sein du ministère de l'Économie et des Finances. Et je vous souhaite à tous un très bon webinaire. Donc voilà, c'est vraiment, n'hésitez pas à poser vos questions, à couper vos micros et vos caméras. Et je vous souhaite un bon webinaire. Merci beaucoup. Merci à l'UNTEC de nous accueillir dans le cadre de ces webinaires pour pouvoir échanger effectivement sur la facturation électronique et plus particulièrement sur l'obligation qui va arriver normalement en 2023, si tous les calendriers sont respectés, de dématérialisation des factures inter-entreprises. Peut-être avant de rentrer sur ce sujet-là qui va certainement générer beaucoup de questions, on a souhaité faire un retour sur Chorus Pro et donc sur quelques éléments autour de la solution que l'AIFE met à disposition aujourd'hui des entreprises qui sont fournisseurs de l'ensemble des entités publiques et qui sera dans le futur un des éléments qui permettra de mettre en place l'obligation de facturation interentreprise, puisque au-delà des plateformes privées, Chorus Pro sera ce que le rapport de la DGFiP appelait la plateforme publique de dématérialisation. Alors par contre, est-ce que je vais arriver à faire défiler les slides normalement? Oui, voilà. Un petit rappel sur le cadre réglementaire. Donc, vous savez que l'ordonnance de 2014 prévoyait la mise en place d'une facturation électronique à destination de la sphère publique. Donc, la sphère publique, c'est à la fois les services de l'État, mais c'est aussi l'ensemble des collectivités territoriales et des établissements publics, que ce soit les établissements publics nationaux, locaux, de santé, d'enseignement. Donc, à peu près, on va dire un peu plus de 130 000 structures publiques aujourd'hui qui reçoivent des factures électroniques au travers de Chorus Pro. Vous le savez certainement, il y a eu une mise en place progressive. On a commencé en janvier 2017 avec les grandes entreprises et on a décliné l'obligation jusqu'au 1er janvier 2020 avec l'entrée dans le dispositif des micro-entreprises, donc des entreprises de moins de 10 salariés. Alors, voilà, vous le savez tous, hein, la facturation électronique, c'est pas simplement une obligation, c'est aussi un gain. C'est un gain en termes d'exploitation des factures, en termes d'acheminement de ces factures, en termes de suivi de celles-ci. Et Chorus Pro permet, au travers d'une solution qui est à la fois mutualisée et flexible, de faire bénéficier l'ensemble des utilisateurs de ces gains. L'un des points importants peut-être de la solution telle qu'elle a été prévue, c'était d'apporter une certaine transparence, puisque la solution permet de partager un certain nombre de faits générateurs, de dates dites certaines, à la fois de remise de la facture, de réception de celle-ci, ce qui pouvait être des points de discussion un peu compliqués lorsque l'on était dans un mode totalement papier ou entre le moment où on met sa facture, qu'on remet sa facture à la poste et que celle-ci arrive dans le service qui doit la traiter, on peut avoir des débats sur le délai d'acheminement. Quelques chiffres peut-être sur la solution Chorus Pro.
Vous voyez, ça s'est mis en place dès 2016 puisqu'on a eu une phase d'expérimentation, de préfiguration jusqu'en 2020. En 2020, donc le volume complet des factures que nous avons reçues à date, c'est un peu moins de 140 millions de factures. Rien que sur l'année 2020, c'était presque 55 millions de factures qui ont été échangées. Pour vous donner une idée des montants, ça représente ces 55 millions de factures, c'était plus de 1500 milliards d'euros qui ont pu ainsi être mis en paiement et payés par les différentes entités, les entités publiques. Donc c'est pas négligeable, notamment dans une année 2020 qui a été marquée par quelques difficultés. Et on a bien vu là aussi l'intérêt de pouvoir échanger de façon dématérialisée des factures sans avoir besoin de se trouver physiquement sur le lieu de réception. Ça a permis, on l'a bien vu, de fluidifier les échanges. Cette répartition, évidemment, l'État en a une part, mais vous voyez que la majeure partie, plus de 50 millions sur les 55, plus de 50 millions de factures ont été échangées à destination des collectivités territoriales, des établissements publics, l'État ayant sa part, mais une part qui est représentée là, hein, vous voyez, de un peu moins de 4 millions de factures sur l'année. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase charnière pour préparer l'arrivée du B2B. Je le disais tout à l'heure, hein, la solution Chorus Pro sera la plateforme publique, donc celle qui permettra à toutes les entreprises qui le souhaiteront et qui ne souhaiteront pas recourir à un opérateur de dématérialisation privée de pouvoir échanger ces factures. Ça sera aussi le point de concentration des opérateurs privés à destination de la DGFiP et du système fiscal. Donc nous sommes rentrés dans une phase on va dire de restructuration de la solution pour la rendre plus résiliente, pour la rendre plus élastique, c'est-à-dire en capacité d'absorber les fortes volumétries qui s'annoncent pour à partir de l'année 2023 jusqu'à l'année 2025. Et donc, nous sommes en phase de mise en place d'une solution modulaire. Aujourd'hui, vous aviez une application qui était très monolithique. Là, on sera sur une application modulaire qui permettra de rendre indépendants les offres de services autour de la facture, mais aussi autour des bons de commande, autour des factures de travaux et d'autres solutions que nous opérons au sein de l'agence. Je pense notamment à des sujets plus en rapport avec la phase amont de la commande publique, tout ce qui va être passation de marché, échange de certificats de cessibilité dans le cas des cessions de créances, etc. Donc là, nous sommes dans cette phase-là de préparation en fait d'un certain nombre de modules qui vont nous permettre d'accueillir dans un deuxième temps et de façon tout à fait acceptable pour l'ensemble des utilisateurs les nouvelles obligations en termes de facturation interentreprise. Un mot peut-être, puisque cette application, il faut en décider les évolutions. Et si vous en êtes utilisateur, vous voyez que très régulièrement, tous les 3 mois, généralement, vous avez une nouvelle version avec un certain nombre de fonctionnalités. Ces fonctionnalités, elles ne sont pas décidées du propre chef de l'agence, mais au sein d'une instance qui s'appelle l'instance partenariale mutualisée ou IPM, qui va d'une part exprimer les besoins de l'ensemble des utilisateurs. Et vous le voyez, on a au sein de cette instance des représentants à la fois des ministères, des entités publiques locales, des établissements publics, mais aussi des fournisseurs. Et les fournisseurs, ils sont représentés au travers de 2 structures. D'une part, le Forum national de la facturation électronique, qui a un certain nombre de représentants au sein de l'instance partenariale, mais aussi au sein d'un groupe utilisateur, enfin d'un club utilisateur plus exactement, mais sur ce sujet-là, je laisserai Claude juste après en détailler le fonctionnement et les ambitions. Et puis, nous avons évidemment quelque chose de procéduré en termes de gestion et d'instruction des évolutions qui va depuis l'expression du besoin par tout un chacun qui est ensuite centralisé auprès des groupes de travail, donc les groupes de travail que je viens d'évoquer, des partages de ces évolutions, des journées thématiques pour les instruire et permettre d'en identifier les impacts dans la solution, et ensuite une instance plénière qui va, au regard des instructions qui ont été faites, décider
des évolutions à mener sur le cycle d'évolution, le cycle d'évolution étant s'étalant entre 12 et 18 mois. Et ensuite, nous recommençons avec une deuxième vague d'évolution, et cela de façon récurrente d'année en année. Aujourd'hui, nous sommes en 2020, nous étions au quatrième cycle de ces évolutions, et là vous avez, si ça s'affiche chez vous, ça s'affiche chez moi, voilà. Vous avez les différentes évolutions. Alors, les termes sont peut-être un peu abscons, on n'a pas fait de l'effort, on s'en excuse, de vulgariser ce que l'on a mis derrière les différentes évolutions qu'on vous présente là, mais retenez que principalement 2 thèmes ont été retenus l'année précédente sur lesquels on va essayer d'améliorer la solution. D'une part, le fonctionnement des marchés de travaux, puisque ce processus-là est un processus dont tout le monde conviendra qu'il est un peu compliqué. Et donc là, l'objectif, c'est d'essayer de le rationaliser au maximum et de faciliter la vie à la fois des maîtrises d'œuvre, des maîtrises d'ouvrage, des payeurs in fine, pour que ce processus rencontre une meilleure adhésion. Un autre sujet aussi important qui avait été remonté par l'ensemble des acteurs, ce sont les échanges de flux, donc d'ensemble de factures avec des besoins autour des différents formats, des besoins autour des informations qui peuvent être véhiculées pour que la facture puisse être plus facilement intégrée dans les systèmes d'information. Donc ce sont ces 2 grands sujets qui vont donner lieu à des évolutions cette année. Et là, je vais laisser la parole à Claude sur le club Chorus Pro. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc le club Chorus Pro, c'est quoi? C'est, on va dire un club utilisateur au sens classique du terme, même si la particularité de Chorus Pro par rapport, si on se met quelque part dans la peau, je mets des guillemets, d'un éditeur, c'est que l'outil est gratuit et obligatoire, mais c'est pas une fois qu'on a dit ça, néanmoins, comme vient d'expliquer Vincent, évidemment qu'il y a toute une phase d'amélioration, il y a ce qu'on appelle des roadmaps, des évolutions, et une communauté d'utilisateurs qui convient d'animer et surtout d'écouter par rapport à leurs attentes. Parce que le but, c'est que les évolutions et les améliorations de la solution correspondent aux attentes du plus grand nombre. Donc c'est tout ça l'objectif du club, classiquement, à la fois bien sûr d'échanger des idées, de travailler ensemble sur des thématiques. J'ai d'ailleurs lancé je l'anime, hein, j'ai la chance j'ai lancé par exemple la rédaction d'un livre blanc qu'on va faire ensemble. Et puis surtout travailler, comme vient de l'expliquer Vincent, dans le cadre de l'instance de pilotage mutualisé, sur les demandes d'évolution. Alors concrètement, il est structuré, le club, en 3 collèges, plus un groupe transverse. Sur beaucoup de sujets, on travaille de façon transversale, mais il y a quand même une structuration sur ces 3 collèges. Donc un collège fournisseur, donc qui vous concerne potentiellement tous, enfin tous ceux d'entre vous qui aujourd'hui émettent des factures à la sphère publique, donc à travers Chorus Pro. Un collège éditeur de logiciels et opérateur de dématérialisation, qui sont des intermédiaires clés, parce que certains d'entre vous doivent envoyer des factures directement par le portail, mais beaucoup doivent le faire aussi à travers des logiciels. Donc il est clé que ces logiciels et que leurs éditeurs anticipent les évolutions, mais puissent aussi influencer, parce qu'ils ont aussi beaucoup de retours de leurs clients. Et un troisième tiers, alors là, qui s'adresse plus à l'UNTEC en tant qu'institution, aux fédérations, qui s'adresse aux fédérations, aux ordres, par exemple l'ordre des experts comptables, et en est membre, pour citer un exemple, aux associations professionnelles, aux chambres consulaires comme des chambres de métiers ou les chambres de commerce. Vous remarquerez sans doute qu'il n'y a pas les administrations, puisqu'en fait le club n'est ouvert qu'aux fournisseurs et aux intermédiaires, justement pour renforcer, c'était aussi un des objectifs du club, renforcer le poids et la présence des fournisseurs dans l'instance de pilotage, dont beaucoup d'associations publiques, comme l'Association des maires de France par exemple, ou d'entités publiques, sont déjà membres. Donc on voulait un petit peu rééquilibrer, et c'est aussi un des objectifs qui a été à l'origine de la création de ce club. On a plus de 1200 membres aujourd'hui, on vient de le lancer, hein, donc il va forcément encore être amené à grossir, à évoluer. Je vous encourage. Donc il y a le lien. Il suffit de faire une demande, c'est moi qui les valide. C'est pas automatique, encore une fois, puisque notamment si
c'est une entité publique qui le demande, bah, je la refuse et je lui explique pourquoi. On peut passer au slide suivant, s'il te plaît, Vincent, c'est toi qui as la main. Oui, Donc, désolé, ça prend un typiquement, peu de temps. non, non, mais c'est pas grave, merci beaucoup Vincent. Donc, dans notre jargon, cycle 5, cycle 4, c'est juste des cycles annuels d'évolution. Donc, Vincent vient de nous parler du cycle 4 qui a été voté l'année dernière. Donc, le club n'était pas partie prenante puisqu'en fait, on a été, la réunion s'est passée en novembre et donc le club a officiellement été, a rejoint officiellement l'instance de pilotage donc à la dernière réunion. Donc en effet, il y avait beaucoup de sujets sur les marchés de travaux, mais ça, ils ont été actés et ils vont être en développement là. Et là, on démarre les échanges, les discussions et pour finir à la fin de l'année avec les arbitrages sur les évolutions qui seront faites l'année prochaine. On a néanmoins deux grandes thématiques qui ont été déterminées donc à la dernière instance de pilotage mutualisé. Alors elles sont pas limitatives, ça ne veut pas dire que il n'y a pas une ouverture et il y a toujours la possibilité de demander d'autres évolutions dans une, on va dire dans un chapeau divers, mais les deux grands thèmes, un qui concerne plus la sphère publique, qui est la facturation intra-sphère publique, puisqu'il y a aussi des entités de la sphère publique qui en facturent d'autres. Donc c'est un sujet spécifique qui a priori ne va pas beaucoup vous concerner. Par contre, le deuxième concerne tout le monde. On faisait la semaine dernière avec Vincent un webinaire avec une autre association professionnelle qui est la FDCC et ils étaient extrêmement intéressés. Ils avaient beaucoup de choses à dire. Donc le but c'est de structurer tout ça au sein du club. C'est la gestion des motifs de rejet, plus globalement la gestion des rejets, mais particulièrement la gestion des motifs de rejet de facture. On sait qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus, sur la transparence, sur l'explication des rejets, sur la bonne compréhension du statut rejeté par rapport au recyclage. Enfin, il y a plein de choses à faire sur ce sujet particulier, qui est un des sujets, on va dire, d'insatisfaction qui nous remontait le plus souvent. Donc, on va essayer ensemble de déterminer de façon plus précise les pistes d'amélioration pour qu'elles puissent être réalisées. Donc, si vous êtes intéressé par tout ça, je vous encourage tout simplement. Il y a un cadre tout à fait ouvert à tous, bien sûr gratuit, je ne l'ai pas dit, ça va de soi, qui est de rejoindre le club et de pouvoir participer aux travaux et réellement influencer la solution et réellement influencer ces évolutions à travers ce cadre. Voilà, donc vous serez les bienvenus si vous souhaitez, peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous le sont déjà, nous rejoindre sur ce club. Je ne sais pas s'il y a la slide suivant. Là, je te repasse la parole pour rentrer dans le vif du sujet. Alors, tout à fait, le vif du sujet. Pardon, peut-être pour cette introduction, mais je pense qu'il était important quand même de savoir d'où on partait en termes de solutions. Sur le sujet de la facturation électronique B2B, alors, je vous apprends rien en vous disant que le législateur, dans sa grande sagesse, dans la loi de finances 2020, a prévu de rendre obligatoire la facturation électronique inter-entreprise. Et il a précisé dans la loi de finances pour 2021 que les modalités de mise en œuvre et le périmètre concerné seraient précisés dans le cadre d'une ordonnance que doit prendre le gouvernement sur ce sujet-là. Néanmoins, depuis donc l'année dernière, ce projet qui a été initié par la Direction générale des finances publiques avec notre participation est maintenant en phase de travail. Une direction de projet côté des GIFIP a été constituée et elle a souhaité que l'Agence pour l'informatique financière de l'État intervienne dans le cadre de cette mise en œuvre de cette obligation comme opérateur à la fois, je le disais tout à l'heure, de ce qui a été évoqué comme étant la plateforme publique, mais pas seulement, opérateur également de deux autres grands pans fonctionnels importants. D'une part, le concentrateur qui va permettre donc de collecter l'ensemble des éléments d'information nécessaires au système fiscal, et enfin également opérateur de l'annuaire, puisque pour vous en doutez bien, pour pouvoir échanger des factures, que ce soit d'ailleurs entre deux plateformes privées ou entre la plateforme publique et une plateforme privée, dans le sens aller ou retour, il va être nécessaire de pouvoir
identifier quelle entreprise est reliée à quelle plateforme. Donc ces trois éléments-là vont donner lieu à la mise en place de solutions. On va rester sur les mêmes principes que Chorus Pro, en tout cas pour la plateforme publique, c'est-à-dire finalement une liberté de choix pour l'émetteur de la facture et une liberté de choix pour le récepteur de la facture pour ce qui concerne les modalités, c'est-à-dire est-ce que l'émetteur ou le récepteur souhaitera venir sur une interface homme-machine, sur un portail pour récupérer sa facture? Est-ce qu'il souhaitera interfacer son système d'information via des échanges massifs de factures regroupées en fichiers ou encore en utilisant des logiciels qui peuvent mettre en œuvre les appels de service que nous exposons? Ce libre choix étant indépendant entre l'émetteur et le récepteur, c'est-à-dire c'est pas parce que l'émetteur décide d'envoyer des flux de factures que le récepteur doit recevoir des flux. Il pourra tout à fait choisir de venir récupérer ces factures une à une sur le portail. Ça sera totalement possible et indépendant en termes de choix technologiques et en termes de maturité. Le projet donc de B2B, quand on dit 2023, 2023 c'est le début de l'obligation et 2025 sera normalement l'achèvement du déploiement comme on a pu le connaître dans la facturation à destination des entités publiques. C'est-à-dire que dès le 1er janvier 2023, ce qui est prévu, c'est que l'ensemble des fournisseurs puissent recevoir les factures électroniques en lieu et place des factures papier, se mettre en cette capacité-là, et obligation étant faite aux grandes entreprises de transmettre toutes leurs factures au format électronique. 2024, ce sera le même sujet, mais cette fois-ci avec l'arrivée des établissements de taille intermédiaire, et enfin le reste des entreprises étant soumises à l'obligation d'émission des factures électroniques à partir de 2025, donc PME, TPE, enfin micro-entreprises, pardon, parce que TPE n'existe plus en termes. Voilà. Donc c'est un projet très ambitieux puisqu'il va mobiliser finalement l'ensemble des entreprises pour l'ensemble de leurs factures. On évalue aujourd'hui à 2 milliards de factures le flux annuel échangé entre les entreprises. Donc vous voyez que ce sont des montants assez considérables. Ce flux se répartira donc entre les plateformes privées et la plateforme publique. On ne sait pas encore totalement selon quelle proportion. C'est des sujets qu'il faut investiguer. Pour autant, c'est un sujet qui nécessite beaucoup de concertation et donc la DGFiP a souhaité mettre en place un ensemble d'ateliers de concertation à la fois avec les entreprises, avec les représentants de celles-ci, mais aussi avec les opérateurs et les structures techniques qui vont permettre d'échanger. Et donc, tout un calendrier est en cours d'élaboration, en cours d'affinage côté direction de projet pour proposer des temps de rencontre, des points de passage qui vont permettre de définir quel est le périmètre quand on dit facture électronique, de quoi on parle, quel est le périmètre concerné, quelles sont les données qui vont devoir transiter et être adressées à la sphère fiscale, quelles sont les modalités d'échange, quel est le rythme, etc., etc. Enfin, tout un ensemble d'éléments qui aujourd'hui peuvent poser question, puisque il reste à définir, même si on a un certain nombre d'idées sur ce sujet. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur la facturation électronique telle qu'on va la mettre en œuvre? Non, mais écoutez, je pense que là, a priori, moi, j'ai fait le tour, mais je pense que vous devez avoir maintenant un certain nombre peut-être de questions auxquelles je vais tenter de répondre Alors, merci beaucoup à tous les deux pour cette présentation. Alors, je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Sinon, c'est le moment pour les poser. Vous pouvez directement les écrire dans le chat. Donc, on avait une question de Madame Netpont, mais il me semble qu'il y a une position. J'ai répondu.
Oui, j'ai vu, voilà, je viens de Ah voir. ouais, pendant que Vincent, j'ai répondu aux 2 questions et j'ai remis les URL aussi, à la fois pour le club et pour la communauté Chorus Pro qui est l'autre site de référence à avoir, et notamment où vous retrouverez, toute la documentation, les formations qu'on fait aussi en ligne, les tutoriels, et cetera. Voilà. Alors, Ah ouais, je vois une première question sur le nouveau site, nouveau portail donc, que j'ai évoqué tout à ça. l'heure pour la partie Chorus Pro. Euh, alors, la mise en place va se faire progressivement. Dès cette année et normalement dès le milieu de l'année, vous allez avoir une nouvelle ergonomie pour tout ce qui est portail d'accès, gestion de vos comptes, connexion à la solution. Et ensuite, selon un planning qui va s'étaler entre cette année et l'année prochaine, les différentes bulles, c'est-à-dire en fait les différents pans fonctionnels qui sont concernés par Chorus Pro. Donc j'évoquais tout à l'heure les factures de travaux, les bons de commande, les demandes de remboursement pour le gaz naturel, ce qui ne vous concerne pas, je pense, c'est plutôt pour les agriculteurs, mais les frais de justice, etc., etc. Toutes ces bulles-là vont progressivement se mettre en place. La première à arriver sera normalement dans le courant du deuxième semestre de cette année. Alors, j'ai pas la date exacte sous les yeux, mais dans ce pas de temps-là, vous allez avoir la partie bon de commande qui va être revue d'un point de vue ergonomique et en termes de mode de fonctionnement sous-jacent. Voilà. Et ensuite viendront Tu peux peut-être remettre le les slide, et autres Vincent, en fonctionnel. Pardon? non, tu peux peut-être remettre le slide, sur les bulles, sur le comme j'ai pas la main. Voilà. Celui-ci. Voilà. Il arrive. Le voilà. Et donc, vous aurez aussi une bulle qui va arriver en avril en même temps que le portail de service, qui est la bulle sur la gestion dématérialisée des certificats de cessibilité. Donc, lorsque vous êtes amené à céder votre créance, jusqu'à présent, beaucoup d'entre vous, quand il y a une cession de créance, utilisent exemplaire unique, je suppose, puisque le certificat de cessibilité est assez peu utilisé. On sait pourquoi. On a eu des échanges avec la direction des affaires juridiques sur le sujet. Là, on va essayer d'avoir une solution qui permette d'offrir un service totalement dématérialisé de la gestion de ce certificat entre le fournisseur, sa banque, l'acheteur et le comptable, qui devrait, on l'espère, rendre plus ergonomique, plus utile, plus efficace cette modalité de cession. Il y avait une autre Oui, question. alors la réponse, pardon. Enfin, je ne sais pas de quelle question vous parlez, du coup, Claude. Là, j'allais reprendre la question de Madame Desforges, là, juste Oui, c'est peut-être pour ça. réexpliquer, reformuler de façon plus précise, Vincent, la question, je ne sais pas si tu la vois. Elle demande si tous les marchés privés et publics seront gérés sur Chorus Pro. Donc, si la facturation électronique B2B sera sur Chorus Pro, en fait, c'est ça la question. Alors, la facturation électronique B2B sera sur Chorus Pro, oui. Il sera possible pour une entreprise de venir y déposer des factures à destination d'une autre entreprise. Hein. Ça a été d'ailleurs l'objet d'une expérimentation qu'on a menée l'année dernière. Pas eu de chance, on l'a menée entre mars l'année dernière et juillet. Donc, mais malgré tout, on a réussi à mener quelque chose à bien. Oui, ce sera possible. C'est bien l'objectif. Quand je parle de la plateforme publique, en fait, il faut comprendre Chorus Pro. Vous pourrez à la fois et sous la même ergonomie déposer vos factures, quel que soit le destinataire. C'est super, ça répond aussi à la question de David 6 sur les factures en marché privé. N'hésitez pas du coup à reposer quelques questions si vous avez des doutes, voilà, ou besoin de précision sur certains sujets ou certaines thématiques. Donc, question de Monsieur Arnoux, comment gérer une facture émise par un particulier? Pour un Celui-ci particulier. devra-t-il être aussi sur Chorus Pro? Alors,
S'agissant des factures à destination des particuliers, il ne va pas y avoir une obligation dite de e-invoicing. Il n'y a pas d'obligation de dématérialiser cette facture. Par contre, il va y avoir une obligation de transmission d'un certain nombre d'informations concernant cette facture. Vous avez l'habitude aujourd'hui de faire de la déclaration de TVA sur l'ensemble de vos factures. On va être sur un peu le même principe, c'est-à-dire un formulaire de déclaration d'un certain nombre d'informations, peut-être un peu plus riche. Mais ça, je vais avoir du mal à vous répondre précisément, puisque c'est un débat avec les équipes fiscales de la DGFiP, hein, qui est loin d'être clos et qui donnera certainement lieu à des échanges avec les entreprises. Mais il y aura mécaniquement une part de reporting, c'est-à-dire de déclaration d'un certain nombre d'informations en lien avec la facturation à destination des publics, des particuliers. Aujourd'hui, je n'ai pas le périmètre de ces informations et je n'ai pas le rythme de déclaration. Il est possible, ce qui est envisagé à date, c'est plutôt une logique de déclaration quotidienne, mais j'en sais pas plus pour l'instant. Donc ça aussi, pardon, je complète, pardon. Ça veut dire que ce formulaire de déclaration, cette possibilité de déclaration, elle sera aussi offerte au travers de Chorus Pro, comme elle pourra l'être au travers d'autres solutions. Il permettra à chaque entreprise de n'avoir qu'un seul endroit et une seule solution, si elle le souhaite, pour pouvoir gérer l'ensemble de ses obligations déclaratives. Alors, y a-t-il d'autres questions? Alors, une question de Monsieur Coarive. Les échanges de factures via Chorus Pro B2B se feront sur la base d'un annuaire ou d'un référentiel? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Une des missions qui nous a été donnée par la DGFiP, c'est de mettre en œuvre et de gérer ce référentiel qui doit permettre d'identifier une entreprise et son opérateur de dématérialisation. Cet opérateur de dématérialisation pouvant être elle-même, c'est-à-dire qu'elle peut être son propre opérateur de dématérialisation, elle peut déléguer cela à une entreprise tierce. On en connaît tous qui sont spécialisés dans la facturation électronique et l'échange de factures électroniques. Ça peut être aussi la plateforme publique qui sera un opérateur parmi d'autres. Et ce annuaire-là permettra effectivement, lorsqu'elle remettra sa facture dans le circuit, que celle-ci puisse être acheminée in fine à son client de façon certaine. Alors, sur la question de Monsieur Arnoux, peut-être, sur est-ce qu'on sera les seuls? Non. La décision qui a été prise, hein, c'est de permettre l'échange de factures entre opérateurs qui seront homologués. Donc, ça veut dire qu'il y aura une phase, il y aura un cahier des charges qui sera publié par l'administration et qui permettra à chaque plateforme privée qui le souhaite de se voir homologuer en respectant les critères du cahier des charges. Et dans cette condition-là, elle pourra être émettrice ou réceptrice de factures sans que celle-ci passe par Chorus Pro. Elle aura néanmoins l'obligation d'adresser à Chorus Pro les éléments d'information déclaratifs pour alimenter le système fiscal dans le cadre de l'obligation, mais l'échange de factures entre le fournisseur et le client pourra se faire sans passage par la solution Chorus Pro. Sur l'outil de recherche, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas un outil qui est très performant, on en convient. C'est un des sujets qui sera mécaniquement amélioré dans le cadre
la nouvelle solution, on a bien ce sujet-là en visibilité. Notre outil aujourd'hui d'annuaire des services publics a déjà le mérite d'exister. Pour rappel, je pense qu'on est la seule structure qui est capable de présenter l'exhaustivité des services publics français, qu'ils soient locaux, nationaux ou ministériels. Pour autant, je conviens avec vous qu'on est perfectible sur la façon de les présenter et de permettre leur identification. Alors, il y avait une autre question de Monsieur Derwish. Bonjour, vous parlez de futur rôle de concentrateur de Chorus Pro pour les données fiscales B2B. Ce sera un flux qui sera construit par Chorus vers DGFIP. Pardon. Oui, effectivement, sur ce rôle de concentrateur. Donc, je disais tout à l'heure que la plateforme publique ne serait pas la seule dans le paysage. Nous aurons des opérateurs privés qui vont certainement être homologués et qui s'échangeront des factures sans que celle-ci ne soit connue de la solution Chorus Pro, et c'est très bien. D'abord parce que je pense que tous les cas de figure ne pourront pas être traités par la solution étatique, parce qu'il y a des formats spécifiques, parce qu'il y a des besoins particuliers qui sont aujourd'hui existants et qui ont été mis en place dans le cadre d'échanges de factures dématérialisées entre des fournisseurs et leurs sous-traitants. Je pense au retail, je pense à l'industrie automobile, ou en plus d'échanger des factures, on échange aussi des infos sur la chaîne d'approvisionnement, et tout ça doit continuer à pouvoir se faire. Pour autant, il faut que ces entreprises, ces plateformes privées qui s'échangent des factures pour le compte de leurs clients adressent un certain nombre d'informations à la DGFIP, et donc ces informations seront adressées à Chorus Pro, qui effectivement fera la synthèse de ce qu'elle aura reçu régulièrement des différentes plateformes pour transférer ces informations à la DGFIP, qui les exploitera comme elle le souhaite. En résumé, il n'y aura pas de lien direct entre les plateformes privées homologuées et la DGFIP. Tous ces liens seront entre les plateformes privées homologuées et Chorus Pro, qui lui-même sera en interface avec le système fiscal. Merci pour cette réponse. Il y a aussi une autre question de Madame Desforges. Donc, nous allons devoir, en tant qu'entreprise, déclarer et déposer toutes nos factures émises sur Chorus Pro B2B, qu'elles soient publiques, privées ou de particuliers, et d'établir sur le site nos déclarations de TVA en fonction des encaissements. Alors, non, vous n'allez pas devoir, vous allez pouvoir. Si vous souhaitez le faire au travers d'une autre plateforme homologuée privée, vous aurez tout à fait cette possibilité-là aussi. Vous avez même le droit de… par contre, ce qui reste vrai, c'est que vous serez toujours obligé de déposer vos factures à destination des entités publiques sur Chorus Pro. Et pour le privé, vous avez le libre choix. Ensuite, Des questions sur les factures avec les sociétés étrangères, Vincent. Je ne sais pas si tu as vu. Non. Sur les sociétés étrangères, aujourd'hui, le périmètre de l'obligation tel qu'il a été indiqué dans la loi de finances 2020, me semble-t-il, parle de factures entre assujettis à la TVA. Donc, pour ce qui est des entreprises étrangères non domiciliées en France, elles ne sont pas soumises, à mon sens, elles ne sont pas assujetties, donc a priori, elles ne sont pas concernées par l'obligation de dématérialisation des factures. Mais cela doit être précisé dans l'ordonnance que j'évoquais tout à l'heure. C'est un des points qui mérite précision pour effectivement connaître le périmètre exact de l'obligation telle qu'elle est attendue par la DGFIP.
J'ai une question sur les formats aussi, je ne sais pas si tu as vu avant qu'elles disparaissent sur les formats d'échange en EDI. Est-ce qu'il y a, c'est vrai qu'il y a un sujet sur la norme qu'on connaît? Je ne sais pas si tu veux dire un mot. Ah, C'est ça, les formats alors, d'échange. l'idée, on est encore. Ah. Oui, effectivement, c'est même Edmond, Élodie me Nedbon, semble-t-il, c'est ça qui dit. Voilà, Élodie Nedbon qui dit aujourd'hui, vous avez raison. Aujourd'hui, sur Chorus Pro, nous avons un certain nombre de formats EDI de facturation qui sont acceptés. De mémoire, il y a enfin, deux principaux, on va dire. Il y a de l'UBL Invoice, dont je ne sais plus quelle est exactement la dernière version, vous m'excuserez. Et puis vous avez de l'UNC Fact de la même manière. Ces formats-là, nous ne les maîtrisons pas. Enfin, s'ils évoluent, ce sont les organismes de gestion UNC et OASIS qui peuvent les faire évoluer. Nous sommes consommateurs de ces formats et nous les acceptons dans leur plénitude. Ce qui est possible, c'est que nous ouvrions les possibilités d'échange EDI à d'autres formats sur la plateforme. Ce qui est certain, c'est que nous ne prendrons pas en compte tous les formats de facturation électronique qui existent aujourd'hui, parce qu'il y en a énormément, il y en a quelques-uns qui sont exotiques, il y en a même qui ont été inventés par des fournisseurs et en accord avec leurs clients. Donc nous serons toujours une liste restrictive de formats. Nous n'avons pas prévu pour l'instant de faire évoluer nos spécifications externes sur un certain nombre de données qui pourraient être mécaniquement obligatoires dans l'échange avec notre plateforme, mais ça, c'est soumis aux discussions de la DGCIP sur quelles sont les informations qu'elle souhaite voir figurer sur les factures. Donc, je ne peux pas vous répondre de façon totalement certaine. Peut-être que le format évoluera. À date, on n'a pas identifié cette évolution-là, ça n'engage pas l'avenir, bien évidemment. Une question sur l'archivage. Oui, qu'en est-il de l'archivage Qu'en est-il de l'archivage? Ça, c'est une bonne question. Pour l'instant, ce qui est envisagé, mais j'ai une réunion juste après vous, dans maintenant un peu moins de 15 minutes sur ce sujet-là. Ce que nous envisageons, c'est de continuer à proposer ce que nous proposions en termes d'archivage électronique des factures, c'est-à-dire une conservation de la facture pendant 10 ans. Encore faut-il que nos équipes en charge des solutions d'archivage nous confirment que, au regard des volumes, c'est quelque chose de réaliste. Donc, on a pour objectif de continuer à proposer un archivage lié à la plateforme. Alors, c'est pareil, quand on ne proposera pas de l'archivage ex nihilo, c'est-à-dire que ce que l'on proposera, c'est d'archiver les factures qui nous sont confiées. Tant que plateforme publique, nous archiverions les factures que l'on reçoit. Les factures qui seraient transmises à un opérateur privé homologué, il lui appartiendrait de proposer une solution d'archivage ou pas dans ce cadre-là. Mais ces factures-là ne seraient pas archivées chez nous. Il y avait une question de Monsieur Bale. Si la déclaration de TVA est pré-remplie, est-ce que cela remet en cause la TVA sur les encaissements? Joker, je ne suis pas assez versé dans les sujets de TVA. Alors, non, je ne pense pas, mais c'est qu'un avis personnel. Hein. Je ne sais pas vous répondre de façon très sûre à ce sujet-là. Je ne pense pas. Hein. Mais, je ne pense pas puisque le débat, si je réfléchis 2 minutes, le débat est justement aujourd'hui de comment on va récupérer l'information d'encaissement pour pouvoir après remplir. Je pense que ça ne remet pas en cause la TVA sur les encaissements. J'ai une question sur est-ce que tout sera gratuit sur Chorus Pro pour les entreprises et notamment par rapport à l'archivage? Oui.
pas prévu de faire payer les entreprises. J'ai failli répondre dans le chat, mais je préfère que tu le dises. Oui. Que ce soit plus clair pour tout le monde. Une nouvelle question. Bonjour, ne risque-t-on pas d'avoir une concurrence entre les plateformes privées et Chorus Pro? Si, c'est possible, puisque par définition, si on est sur le même terrain de l'échange de factures, il y aura une concurrence. Celle-ci n'a pas été jugée comme déloyale par les services juridiques du ministère. Voilà. Après, comme je le disais tout à l'heure, hein, l'offre de valeur des plateformes privées sera potentiellement différente de celle de la plateforme publique. On va peut-être pas proposer, je le disais, tous les formats, donc il y aura un sujet là-dessus, il y aura peut-être des sujets de conversion, il y aura peut-être d'autres fonctionnalités proposées par la plateforme privée qui sera intéressante pour l'entreprise et qui l'amènera donc à aller vers cette offre-là plutôt que vers l'offre publique. Maintenant, je reconnais que le fait de dire que la solution est gratuite, ça emporte parfois la décision. Alors, je parcours pour voir si on a rien oublié. Il y avait une question de Monsieur 6, je ne sais plus si on y a répondu, c'était concernant donc chaque fournisseur pourra choisir sa plateforme de dématérialisation pour envoyer sa facture, mais tout sera relié à Chorus Pro. Alors, je le redis, ça peut être un peu compliqué. C'est vrai que le schéma est pas très simple. Vous pouvez choisir effectivement la plateforme de dématérialisation que vous souhaitez. Vous pouvez même être votre propre plateforme de dématérialisation. C'est-à-dire que vous pouvez très bien vous relier directement à vos clients pour leur envoyer des factures électroniques. Dans ce cas-là, que vous devez être homologué, c'est-à-dire que vous devez respecter le cahier des charges qui sera produit par la DGFiP en tant qu'opérateur de dématérialisation, plateforme privée de dématérialisation des factures. Si c'est ce cas, si vous êtes dans ce cas-là, donc si vous êtes votre propre plateforme homologuée ou si vous êtes relié ou client d'une plateforme privée homologuée, l'échange de factures se fait sans passage par Chorus Pro. Par contre, un deuxième flux est adressé à Chorus Pro pour donner les éléments qui sont nécessaires à l'administration fiscale. Si vous n'êtes pas homologué ou si vous n'êtes pas relié à une plateforme homologuée, alors vous ou la plateforme à laquelle vous êtes relié qui n'est pas homologuée doit être reliée à Chorus Pro qui devient la plateforme homologuée d'échange. Et dans ce cas-là, il n'y a qu'un seul flux, c'est celui entre la plateforme non homologuée et nous. Nous assurerons entre guillemets le Y, c'est-à-dire nous assurerons l'acheminement vers une plateforme homologuée du client ou vers le client s'il est connu de la solution. Et nous acheminerons les données à destination de la sphère fiscale en parallèle. Je conviens que ça aurait mérité un petit schéma. Bon, on le fera. Pour la prochaine fois. Je le note. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il nous reste encore voilà, peut-être 5-10 minutes. En quoi consiste l'homologation? Quelqu'un qui pose la question. L'homologation, ça consiste dans la démonstration du respect des exigences qui auront été formalisées par la DGFiP dans la manière de recevoir, de traiter, de stocker et de retransmettre les factures d'un fournisseur à un client. Alors, y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, c'est le moment.
Ensuite, le webinaire sera bien sûr disponible en replay si, voilà, si vous voulez le revisionner ou le partager à des confrères ou des collègues. Alors, une entité peut-elle avoir des flux en direct vers Chorus Pro et autres via un opérateur homologué, un mixte? Oui, c'est possible. Ce sera possible. Il n'y aura pas d'obligation d'exclusivité du canal. Vous pouvez même avoir des flux à destination de 2 opérateurs privés, ou de 3 opérateurs privés. Là, vous êtes totalement libre de votre organisation là-dessus. Je pense qu'on a fait le tour. Ah, une autre dernière question. Sa mise en place sera donc entre 2023 et 2025 avec obligation. Ah oui, c'est une obligation. Oui, c'est bien ce calendrier-là qui aujourd'hui est dans la même logique on va dire dans le calendrier qu'il y a eu pour Chorus Pro l'obligation progressive. C'est la même logique qui est appliquée. Moi, je pense qu'on va pouvoir clôturer ce webinaire. Peut-être une dernière question maintenant et après, je pense que ça sera bon pour tout le monde. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir dédié du temps et surtout d'avoir pu répondre à toutes les questions et d'avoir effectué cette présentation. Merci à vous en tant que participants d'avoir été présents cette petite heure durant cette matinée. On vous souhaite à tous une bonne journée. N'hésitez pas, voilà, s'il vous faut des contacts ou s'il y a d'autres questions, on pourra peut-être y répondre par mail. Mais pour le moment, on va clôturer, voilà, je pense, ce webinaire. Merci à tout le monde. Bonne journée. Et Merci à vous pour l'invitation. plutôt, merci à vous. Le webinaire vous sera envoyé et sera disponible sur la plateforme YouTube de l'Intech et sur le site intech.com et économieconstruction.com. Parfait. Merci. Bonne Merci journée beaucoup à et tous. bonne journée. Merci à tout le Bonne monde. Et journée. bien sûr, la présentation vous sera envoyée par mail. Merci. Comme ça, vous aurez tous les éléments. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.